Le 22 mai, nos révolutions ont organisé un beau débat sur le communisme dans la ville de Martigues. Alors c'est un débat qu'on a voulu sous un format un petit peu différent de par exemple le meeting qu'on avait organisé à Ivry au mois de décembre. Ici on a voulu vraiment une discussion avec beaucoup d'intervenants et on a surtout voulu mettre au centre les questions liées à l'industrie, liées au travail et liées au monde syndical, au monde des luttes et au monde des luttes à l'entreprise. Parce qu'on pense que c'est vraiment un aspect essentiel du combat communiste, l'exigence de reprendre le pouvoir sur l'outil de production, de reprendre le pouvoir sur le travail et puis de permettre à des gens qui sont très différents, qui militent dans des espaces très différents, de se croiser, d'échanger et de construire ensemble. Donc on avait du monde qui venait de la pétrochimie, du monde qui venait par exemple du secteur du handicap. Donc on avait vraiment beaucoup de gens différents et c'était vraiment une discussion tournée sur la financiarisation des entreprises, les rapports de dépendance mutuelle qu'ont entre elles les entreprises industrielles, la bataille des salaires, la bataille de comment on s'organise demain, y compris pour la solidarité internationale entre les travailleurs des industries du monde entier. Il n'y a pas de combat communiste qui n'est pas un combat en fait internationaliste, parce que le capitalisme c'est un système mondial, c'est un système international. Dès son avènement, Marx disait déjà que qu'il ne pouvait pas y avoir en fait de capitalisme sans colonie, sans traite esclavagiste, sans pillage des autres pays du monde, et que le capitalisme il est de fait internationaliste. Et je voulais revenir aussi sur une autre question qui était importante, qui était celle de la paix. On dit souvent, en tant que communiste, on est pour la paix, contre les guerres. Et je voulais revenir sur un aspect important qui est de dire que d'abord, la guerre, c'est pas un moment exceptionnel sous le capitalisme ou sous le capitalisme mondialisé, sous le capitalisme tout court, mais que la guerre, c'est le capitalisme. La paix, pour les capitalistes, c'est le moment où ils se partagent les ressources entre eux. Ils se partagent la Terre et la planète entre eux, et il y a une certaine forme d'équilibre. Et pour eux, revenir à la paix, c'est revenir en fait à un statu quo, à un moment où en fait ils sont tranquilles et ce partage en fait du monde, il peut continuer à exister. Et que du coup, l'action communiste, elle doit justement ne pas permettre la paix des impérialistes et des capitalistes à l'échelle mondiale, et de dire en fait on doit renverser les rapports de domination à l'échelle internationale, parce que le capitalisme il organise en tout cas des pôles dominants qui sont dans les centres et des pôles dominés qui sont dans les pays du Sud. Tu as intervenu sur les flottilles qui sont parties pour Gaza à partir de l'Estac. Et voilà, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette mobilisation? Comment vous avez organisé cette mobilisation? Je disais, c'est qu'il y a des familles qui se sont mobilisées spontanément, qui sont venues le matin, l'après-midi, le soir, prêter du matériel, aider les gens. Et des personnes pour lesquelles c'était la première expérience collective qu'ils ont vécue là. Et donc je suis intervenue pour dire que c'est ces lieux-là qu'on a développé à faire naître, à faire exister, parce que c'est des lieux où se développe aussi, je disais, notre émancipation, notre intelligence collective, parce que c'est aussi des lieux où on apprend, où on prend connaissance de ce qui se passe ailleurs. Là, en l'occurrence, c'était en Palestine, où on s'instruit mutuellement, où on se mobilise, où on développe des argumentations, on développe des valeurs collectives. Et ces lieux, ils doivent exister, se développer encore plus. Et c'est que par ces lieux collectifs-là que les gens prendront, que la conscience collective d'un changement radical de société peut se faire pour la population, pour les habitants, pour les gens. Alors moi j'ai trouvé que c'était une discussion qui était passionnante, déjà parce que c'est des questions qu'on aborde peu. La question de l'industrie, les questions vraiment purement économiques, des rapports de force entre les différentes forces économiques d'un territoire, le rôle aussi que peut avoir des secteurs comme la pétrochimie, le port, sur une ville comme Martigues et sur son bassin, le bassin un peu plus large marseillais, etc. Et le rôle que peuvent avoir des travailleurs dans des gros secteurs économiques, et où ils jouent aussi, leur bataille syndicale et leur bataille politique joue un poids énorme en fait dans les rapports de force sur un territoire. Je suis syndicaliste, mais avant tout je suis éducateur spécialisé. Je travaille dans le secteur du handicap et j'accompagne des enfants porteurs de troubles psychiques. Je travaille dans une association qui est une des plus grosses associations du secteur du handicap en région PACA, puisque mon association représente 1500 salariés et une cinquantaine d'établissements sur 3 départements, le 13, le 84 et le 04. Je suis secrétaire général du syndicat CGT de ma boîte. On a une particularité quand même dans notre secteur, c'est qu'on est dans le secteur du soin,
Et comme chacun sait, dans le secteur du soin, mobiliser est très compliqué parce que en fait, si on se met en grève, on laisse les personnes en situation de handicap sur le carreau. Donc c'est quelque chose qu'on a à l'esprit et c'est très compliqué de mobiliser, d'appeler à des mouvements de grève reconductibles. Alors que pourtant, nous, à la CGT, que l'on porte, mais on sait que c'est un secteur où on n'est pas vraiment suivi sur les mobilisations à partir du moment où ça impacte l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et donc, il y a cette espèce d'état d'esprit qui perdure encore aujourd'hui, où en fait, les salariés, on doit faire preuve de charité, presque de charité chrétienne, je dirais. On doit prendre en charge les personnes en difficulté. Mais pourquoi vous demandez à avoir un salaire en plus, quoi ? Ah, vous l'entendez ça de la part des employeurs? Pas de manière aussi explicite, mais c'est dit en creux. Parce que quand tu dis les employeurs, on parle de qui? On parle de grands propriétaires privés? On parle de... Non, c'est même pas ça, c'est le secteur associatif. Moi, je travaille dans le secteur associatif. Où il y a aussi, le secteur associatif, on a tout de suite à l'esprit bénévolat. Et donc, non, nos employeurs directs, on arrive, même si on n'est pas d'accord sur tout, on arrive à se retrouver sur un certain nombre de choses. Mais après, systématiquement, moi je vois mon employeur, systématiquement il dit « Ah ben moi je ne peux pas faire plus, de toute façon, notre financeur principal c'est l'agence régionale, l'ARS, l'agence régionale de santé, l'ARS ne va pas être d'accord. Donc l'État ne sera pas d'accord si on met en place des mesures salariales pérennes. Actuellement, la lutte principale, c'est la lutte sur les salaires, parce qu'il faut savoir que comme dans tous les métiers du CARE, c'est les métiers où on est le plus mal payé. On est dans un métier qui est essentiellement féminisé, puisque grosso modo, il y a à peu près 75% des salariés de notre secteur, ce sont des femmes. Donc, qui dit secteur féminisé, malheureusement, dit secteur mal payé. Moi, je travaille dans une convention collective qui a des grilles salariales qui sont inférieures au SMIC sur les métiers, sur les échelons de base. Je donne un exemple. Sur les catégories de métiers les bien moins rémunérés, donc par exemple les agents de service intérieur, les ouvriers d'entretien, qui débutent leur carrière en bas du premier échelon de la grille salariale. Si on prend le premier échelon de la grille salariale actuellement, il faudrait un salarié 10 ans pour atteindre le SMIC. La sécurité sociale, depuis son origine de 1945, a commencé à être attaquée en 1967 par des ordonnances, en 1996 par le plan Juppé, qui a installé donc le fameux ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, comme si on pouvait cadrer tout le financement dans une enveloppe fermée. Les besoins sont de plus en plus nombreux. Comment peut-on? Ce qu'on peut, c'est qu'il faut rentrer les capitaux. C'est le système à l'américaine, l'hôpital entreprise. C'est-à-dire que les capitaux investissent dans l'hôpital. Il y a actuellement, moi je pense à mon hôpital et aux autres hôpitaux de la région des Bouches-du-Rhône et plus largement PACA et peut-être nationalement. On est tous endettés, on a tous des déficits parce qu'on manque de financement. Donc il y a des déficits cumulés. Et en plus, maintenant, pour pouvoir, agrandir des services qui nous sont nécessaires ou rénover l'hôpital, on est obligé d'avoir des plans dits d'efficience, c'est-à-dire qu'on doit trouver le financement pour cette extension et ces nouveaux besoins en intra, c'est-à-dire en réorganisant, en faisant des plans sociaux. Voilà ce qui se passe dans la santé publique. C'est d'une gravité extrême, extrême. Et je ne parle pas des EHPAD, où il se passe des choses abominables dans les EHPAD. La marchandisation de la santé, ça a des conséquences terribles. En 2000, nous étions, avec la sécurité sociale, le secteur de la santé le plus fort au monde. Tout le monde nous enviait notre secteur de santé. Actuellement, on est à la 21e place. J'ai un camarade qui expliquait un petit peu la fragilité des tissus industriels et il montrait par exemple, l'hydrogène par exemple, c'est un déchet pour une filière et c'est un intrant pour une autre. C'est-à-dire que si on abîme la filière pour qui c'est un déchet, en fait l'autre se retrouve à plus avoir d'intrants et à devoir les importer. Donc ça montrait bien un petit peu dans les débats sur l'économie, qu'on voit par exemple sur le FM Business ou je sais pas quoi, l'économie c'est un espèce de truc, c'est loin et puis ça bouge jamais, on ne peut pas agir dessus, etc. C'est un peu comme, c'est un peu comme le mouvement des planètes, on n'y peut rien. Et en fait quand on regarde dans le détail, on se rend compte que c'est des choses
très fragiles parfois, très précieuses, des savoir-faire qui se perdent ou qui ne se perdent pas. Et c'est vraiment important d'avoir cette discussion-là et de permettre aux gens de prendre conscience du fait qu'un tissu industriel, c'est précieux, ça mérite d'être développé, ça mérite d'être appuyé. Et les gens qui luttent à l'intérieur, c'est vraiment hyper important d'être en appui et d'être en soutien. Bon, ici, Martigues, c'est une ville importante du golfe de Fos. Et c'est une zone industrialo-portuaire extrêmement importante en France. Fos, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Port-de-Bouc, Martigues. Et donc Martigues, pour ce qui nous concerne, c'est principalement la chimie, l'industrie chimique. Donc il y a environ 500 syndiqués de l'industrie chimique, avec deux gros syndicats. Voilà. Et après, il y a des travailleurs du public, bien sûr, territoriaux et hôpital. Et beaucoup de travailleurs du commerce ou des sous-traitants de l'industrie, la construction, un peu de métallurgie, enfin voilà. Donc c'est essentiellement ça. Il y a beaucoup de luttes. La lutte principale qu'on a initiée au niveau de l'union locale, c'est la lutte pour la défense de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a pris une décision en congrès de l'union locale d'intervenir sur la défense de l'hôpital à partir des industries. C'est-à-dire qu'on a dit, tous les syndicats se sont mis d'accord pour d'interpeller leur employeur dans le cadre des CSE, pour dire, nous, on fait des métiers dangereux, notre santé elle est dégradée à cause des conditions de travail, et on demande à avoir un hôpital en bon état et de haut niveau pour nous soigner, et y compris faire face à des catastrophes industrielles, quoi. Donc on a mené une campagne commune, privée et publique autour de l'hôpital. Ça a été vraiment initié par l'union locale. Sinon après, chaque syndicat mène ses luttes. Dans la chimie, l'essentiel des thèmes actuels, c'est quand même autour de la santé au travail, parce que c'est des camarades qui dégustent beaucoup de cancers, beaucoup de morts prématurées, l'amiante, le benzène, enfin voilà. Donc ils ont beaucoup de combats autour de la santé au travail. Et puis alors bien sûr, comme partout, les salaires, les conditions de travail en général, quoi. On a eu une discussion hyper intéressante sur la question des nationalisations. En gros, est-ce qu'on revendique la nationalisation comme appropriation sociale ou simplement comme étatisation? Puisqu'on a eu plusieurs exemples en France maintenant depuis plusieurs décennies de nationalisation où il s'agissait simplement pour l'État d'entrer au capital des entreprises, d'acheter des parts des entreprises, et du coup l'État devient un capitaliste comme un autre. Mais évidemment, les rapports de force ni au sein de l'entreprise ni au sein de la société ne changent beaucoup, puisque l'État se comporte juste comme un capitaliste comme les autres, à l'inverse de nationalisations qui sont véritablement des appropriations sociales, y compris sous des formes d'expropriation, alors éventuellement avec des dédommagements, mais sous des formes d'expropriation, et où le statut de l'entreprise change. Donc on a eu aussi cette discussion-là, parce que pour l'avenir, c'est évidemment une question importante qui va se poser. On est après tout dans une époque après-crise de 2008, où on a vu que les nationalisations, y compris temporaires, peuvent être des moyens pour le système capitaliste de venir au secours du système capitaliste. Et du coup, on veut faire de la nationalisation vraiment un moyen de combattre la classe capitaliste, un moyen de la faire reculer et un moyen de lui retirer les outils de production. Donc toutes ces questions-là, moi j'ai trouvé que c'était très riche, très important de les mettre en discussion, et très important aussi de les mettre en discussion en allant dans la réalité matérielle, granulaire, dans le détail des choses, pour que les gens comprennent que ce n'est pas juste de la philosophie, ce n'est pas juste de la posture de doctrine, mais derrière ça a des conséquences très concrètes à chaque étape du processus de production, et que c'est vraiment important de mettre ces choses-là en discussion. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est le 100% Sécu ? Le 100% Sécu, c'est une Sécu de haut niveau, financée exclusivement par la cotisation. Donc quand on parle du 100% Sécu, on enlève la CSG, la RDS, c'est-à-dire l'étatisation de la sécurité sociale par l'État. On enlève les lois dites de financement, la loi de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire la loi de financement de la sécurité sociale, c'est une enveloppe fermée, verrouillée, où toutes les prestations doivent rentrer. Donc comme ça ne rentre pas, on baisse les prestations, d'où les déficits de la sécurité sociale, le fameux déficit qui en vérité n'existe pas. Il faut se rappeler que le grand patronat a été exonéré à partir de ses cotisations sociales à hauteur de 88 milliards d'euros. Donc l'État, pour compenser un petit peu le déficit de la Sécu, a installé l'impôt CSG RDS. Alors pourquoi le 100% Sécu? D'abord, c'est une conquête révolutionnaire ouvrière, mise en place par Ambroise Croizat, responsable CGT, et puis la CGT aussi,
c'est une conquête ouvrière, ce n'est pas un musée, la sécurité sociale. C'est une conquête ouvrière révolutionnaire à terminer. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent « mais bon, tout ça, ça fait des charges, ça empêche d'entreprendre, ça empêche l'activité de se développer ». D'abord, on arrête avec le mot charge, on reparle de la cotisation, parce que c'est le terme exact. Nous payons nos cotisations, on les a toujours payées, vous, tout le monde les paye. Donc on arrête avec ce terme. Il n'y a pas de charge, il n'y a que de la cotisation et des exonérations de cotisation patronales. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir aller voir pour développer, en plus, je veux dire, une sécurité sociale à 100%, en réintégrant le chômage, la retraite, la petite enfance. Enfin, il y a plein de secteurs que la sécurité sociale doit se réapproprier pour les porter à haut niveau. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aller effectivement de questions économiques au sens stricto sensus de la lutte du travailleur contre son patron et dans sa boîte, et le rapport aussi, et le rôle des syndicats et des syndicalistes dans des batailles politiques plus larges en fait. On a parlé d'impérialisme, on a parlé du travail des femmes spécifique par exemple dans le secteur du handicap, etc. Et je trouve que voilà, ça a été une discussion vraiment très riche et loin des caricatures qu'on peut avoir aussi sur les batailles que peuvent mener un syndicat, notamment aussi sur la formation et toutes les questions qu'ils abordent qui sont à prime abord pas des questions syndicales au sens strict du terme, quoi. La question de l'organisation collective qui est venue à plusieurs reprises, l'intervention d'une jeune camarade sur l'isolement, sur le fait, bah oui, en fait, on est complètement isolé quand on est dans des situations d'extrême précarité, quand on n'a pas de quoi manger, voilà, il y a des questions premières qui nous viennent, enfin des questions de survie quoi, qui sont au cœur de nos vies quotidiennes. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Quel peut être le rôle des syndicats, mais quel peut être le rôle aussi de l'organisation collective. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une union locale de la CGT? L'union locale de la CGT, elle rassemble tous les syndicats d'un territoire. Pour ce qui nous concerne, c'est Martigues et les villes qui sont autour. Donc chaque syndicat est statutairement rattaché à une union locale. Le but des unions locales, c'est de mutualiser des moyens, de mettre en commun des forces. Voilà, la formation syndicale, c'est un point important puisque chaque syndicat n'a pas le temps ni les volumes de camarades à former pour monter des formations. Donc on se réunit au sein de l'union locale et on monte des formations régulièrement et tous les camarades de l'union locale sont invités à y participer. Ce qu'on fait aussi, on a une collaboration entre les différentes unions locales. C'est-à-dire quand on monte une formation, on invite les unions locales du secteur et elles font la même chose de leur côté, quoi. Voilà. Pourquoi il faut voter CGT aux élections professionnelles? Il faut voter CGT, c'est quand même que les élus CGT sont le seul contre-pouvoir face aux employeurs. A fortiori, les élections professionnelles sont importantes parce que ça génère aussi ce qu'on appelle la représentativité au niveau national. Et si on a une CGT forte au niveau local, ça fait une CGT forte au niveau national qui, elle, a du poids quand elle va rencontrer les employeurs dans les négociations nationales. Il y a eu la volonté de monter un collectif antifasciste, voilà, vraiment de se positionner sur des questions importantes et de créer ces espaces d'unité dans l'action. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment beau aussi comme moment et motivant, quoi. Tu nous parlais de la journée d'études sur la lutte contre l'extrême droite. Moi, j'ai une question parce que tu vois, j'ai été frappé par exemple, au moment des dernières élections législatives, quand il y a eu le nouveau Front populaire, de voir que la CGT s'est impliquée pleinement dans la bataille électorale et dans la bataille politique. J'ai toujours une question sur ces questions de lutte contre l'extrême droite et sur ces questions d'intervention politique des syndicalistes, sur toi, comment tu vois l'articulation entre ton combat politique et tes idées politiques et ton combat syndical? Alors déjà, notre formation, ce n'est pas lutte contre l'extrême droite, c'est lutte contre les idées d'extrême droite. Et dans la formation, on explique qu'elles vont bien au-delà du RN et du FN, puisqu'on voit bien que les idées d'extrême droite, à notre époque, traversent toute la société, quoi. Alors la CGT, elle est indépendante des partis politiques. Elle est affiliée à aucun parti politique, ce n'est pas le cas de tous les pays d'Europe, hein. Donc la CGT, elle est affiliée à aucun parti politique. Mais elle n'est pas neutre, elle se mêle de politique, elle fait de la politique. Et donc l'extrême droite, il est évident pour la CGT
que de laisser une extrême droite prendre le pouvoir, c'est certain, mais même les idées d'extrême droite progressant dans la société ne peuvent conduire qu'à un recul social des travailleurs, et notamment des plus précaires et des plus pauvres, des travailleurs d'origine étrangère, victimes du racisme, victimes de la précarité et autres, quoi. Donc oui, c'est un seul et même combat. La CGT fait de la politique. La CGT fait de la politique, mais elle n'obéit à aucun parti politique. Et tu penses que c'est une bonne chose pour un militant syndical d'être aussi militant politique, même si évidemment le syndicalisme est déjà de la politique, mais de se préoccuper de l'actualité des partis, de l'actualité des élections, de tout ça, ou qu'il faut que ça reste distinct, quoi? Ouais, je pense, moi j'ai fait le choix de militer syndicalement et de militer politiquement. Je ne peux que le conseiller à chacun. Après, chacun fait aussi ce qu'il veut. Si la CGT fait de la politique, la CGT ne présente pas de candidat aux élections, ne rentre pas dans l'organisation politique concrète. Donc, de mon point de vue, il manque, comme on dit, marcher sur ses deux jambes. Tout à l'heure, je t'ai dit, il faut la double besogne. Là, il y a l'expression aussi, marcher sur ses deux jambes. Bon, après, enfin, chacun fait comme il veut. Moi, je considère, oui, que la globalité de l'engagement militant conduit à faire les deux. Donc on a pu regrouper des personnes avec des sensibilités politiques très différentes. Je pense que c'est un rôle qu'on s'est donné au sein de nos révolutions de rassembler tous ceux qui se sentaient proches, en tout cas, des idées communistes, des idées collectivistes. Tu es optimiste sur le développement du syndicalisme, le développement de la CGT dans la période qui vient? Oui, moi je crois beaucoup à l'éducation populaire, à la formation syndicale. Moi-même, je suis un pur produit de ce milieu-là, quoi. Tout ce que j'ai appris et toutes les ouvertures culturelles que j'ai eues, je les dois à la CGT et au Parti communiste. Je veux dire, donc, et les jeunes, puisque c'est principalement des jeunes, vu de ma part, que je reçois en formation syndicale, ils sont enthousiastes, ils sont impliqués, ils sont contents. Ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, quoi. Et en général, derrière, il y a des lectures, on les retrouve, il y a des choses. Ouais. Ouais, je suis très optimiste là-dessus, quoi. Je pense que c'est un point important. En sachant qu'on précise toujours que la formation syndicale, elle ne se passe pas que dans les stages, elle se passe aussi sur les piquets de grève, dans les élections professionnelles, dans les manifs, enfin voilà. Mais bon, ça donne un peu de cohérence à l'ensemble. Pour nous, on est un journal communiste, un journal marxiste, un journal de lutte de classe, un média de lutte de classe. En tant que journal de lutte de classe, c'est vraiment important pour nous de nouer ces liens-là de confiance avec les gens qui luttent directement contre le patron, contre l'exploitation capitaliste, parce que ces liens de confiance avec le monde médiatique, ils sont évidemment très abîmés par la presse bourgeoise, en réalité, qui utilise la confiance que les gens lui font en déposant leurs paroles pour ensuite les dénigrer, pour ensuite mener des campagnes contre eux et tout. Et donc nous, on est vraiment contents que ces liens-là puissent se créer. On espère qu'ils vont continuer à s'accentuer. Pour nous, c'est hyper important de l'aborder avec cette idée-là, d'envisager le communisme comme le point de rencontre de plein de gens différents, alors de catégories socio-professionnelles différentes, de métiers différents, de sensibilités, de démarches politiques initiales différentes aussi. On ne vient pas tous au communisme pour les mêmes raisons, sur les mêmes bases. Il y en a qui viennent par les questions intellectuelles, il y en a qui viennent par la lutte de classe vraiment de terrain, il y en a d'autres qui viennent par les questions des services publics. Bon, il y a plein de manières de venir au communisme. Et ce qu'on veut réussir à faire, c'est créer des lieux de coordination, des lieux de contact et des lieux de coélaboration de tous ces gens qui viennent au communisme, qui voudraient déployer la pensée marxiste dans tout ce qu'elle a de divers, parce qu'il n'y a pas une pensée marxiste, il y a des marxismes en réalité. Dans le marxisme, on peut prendre un petit peu ce qu'on veut, le construire dans la direction qu'on veut. À la fin, il s'agit de renverser le capitalisme pour faire advenir une société des biens communs, une société de la propriété collective, une société de la démocratie poussée jusqu'au bout aussi. Bon, tous ces combats-là, on les a en commun, mais on a plein de manières différentes de les aborder. Et on croit, nous, à nos révolutions, que c'est important d'accueillir toutes ces pensées, d'accueillir toutes ces démarches, parce que c'est ensemble, en réalité, qu'elles sont capables d'affronter et de vaincre le capitalisme. Et c'est ça qu'on a fait dans l'histoire. Les grandes victoires révolutionnaires du mouvement communiste, on les a obtenues quand on était capable d'articuler des approches différentes. Par exemple, si on pense au début du XXe siècle, aux exigences d'indépendance nationale des peuples colonisés ou des peuples qui sont sous la pression, sous le joug des empires centraux, par exemple, en Europe.
les prolétariats des grandes villes, les paysanneries rejetant la privatisation massive des terres et la construction, la grande concentration agricole. Bref, c'est toujours des gens très différents qui font le communisme ensemble, et c'est ça qu'on essaie de porter comme message, et on veut que ça ne soit pas juste un message, on veut que ça se matérialise, on veut que ça s'organise sur le terrain, qu'il y ait sous plein de formes différentes, qu'il y ait des comités antifascistes qui puissent se créer ici un comité citoyen sur une lutte sur la question des services publics, ici encore un lieu d'expression de gens de la cité, ici dans un village. Bon, on essaie d'organiser toutes ces choses-là, de faciliter toutes ces choses-là et de documenter toutes ces choses-là, de populariser toutes ces choses-là avec nos révolutions, de les faire connaître. Donc allez voir sur le site, on fait des vidéos, on fait des articles, on essaie de donner la parole à tout ce monde-là. Et si vous estimez avoir quelque chose à dire pour construire le communisme de demain, n'hésitez pas, les portes sont grandes ouvertes. Et si vous voulez qu'on organise avec vous des événements dans vos territoires, n'hésitez pas non plus, les portes sont grandes ouvertes.